plusieurs indicateurs. Mais quand on dit indicateur, c'est indicateur par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. Alors, l'exemple qu'on peut prendre comme indicateur, quand vous voulez vous déplacer d'un point A à un point B, vous utilisez généralement un véhicule et vous avez un tableau de bord du véhicule qui vous donne un ensemble d'indicateurs qui vous renseignent sur l'atteinte de votre objectif. Quand vous prenez un véhicule, vous avez beaucoup de renseignements au niveau du tableau de bord lui-même. Ensuite, l'atteinte de l'objectif, c'est de se déplacer d'un point A à un point B, dépendra de ces indicateurs-là. On va en voir quelques-uns. Alors, on va voir donc on va faire une introduction sur les indicateurs, quoi, pourquoi et comment, et quel intérêt d'un indicateur, méthode de construction de l'indicateur, donc formulation, objectif et mise en place des indicateurs, la qualité de l'indicateur, donc c'est lié à ses caractéristiques, caractéristiques d'un bon indicateur, classification des indicateurs, donc les types d'indicateurs, descriptif d'impact, de transformation, exemple et illustration, collecte des données. Donc, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Donc, indicateur. Alors, un indicateur est une information chiffrée qui fournit une échelle, donc sur laquelle une performance peut être mesurée, conformément à un critère d'appréciation. Donc, c'est une information chiffrée, ça veut dire elle est quantifiée, c'est une mesure. Et elle permet de nous renseigner sur l'atteinte de la performance, sur l'atteinte d'un objectif, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Attends, c'est pas sa place. Très bien, Malish. Alors, tiens, bon, avant de rentrer dans les indicateurs, il faut savoir qu'au niveau des établissements d'enseignement supérieur, il y avait ce qu'on appelle le référentiel national assurance qualité qui a été élaboré. Donc d'abord par la CIACES, donc de 2010 à 2020. Donc la CIACES, donc le ministère de l'enseignement supérieur a mis fin aux fonctions de la CIACES en 2020. Et logiquement, il devrait y avoir ce qu'on appelle l'Agence nationale assurance qualité qui doit prendre la place de la CIACES. Donc, elle a élaboré ce qu'on appelle le référentiel national d'assurance qualité. Et ce référentiel-là, il permet l'évaluation des établissements dans tous les domaines, à savoir les domaines, donc les 7 domaines, formation, gouvernance, recherche via l'université, coopération, etc. Donc, il a été élaboré, mais lors de l'élaboration, donc, quand on demande aux établissements est-ce qu'ils ont réalisé quelque chose, on leur demande des preuves sur la réalisation. Par exemple, est-ce que vous consultez les partenaires extérieurs, les partenaires socio-économiques, lors de l'élaboration des offres de formation? Donc là, on demande aux établissements, quand on fait l'évaluation, est-ce que réellement, lors de la conception des cahiers des charges de formation, vous consultez les partenaires extérieurs? Et là, il faut des preuves, il faut donner des preuves comme quoi, effectivement, il y avait une réunion, il y avait une liste de présence, il y avait des partenaires socio-économiques qui sont présents à la réunion et on a fait un travail dans ce sens, de telle sorte à prendre en considération les exigences de l'entreprise, voilà, de telle ou telle entreprise. Bien sûr, généralement, c'est limité, on ne peut pas inviter toutes les entreprises dans ce genre de truc. Donc, on demande une preuve. Et à ce moment-là, cette preuve-là peut être transformée tout simplement en indicateur. Mais ça dépend des indicateurs qu'on veut chercher. C'est pour ça que je vais parler un petit peu du référentiel national assurance qualité, parce que c'est à partir du référentiel national assurance qualité qu'on a essayé de tirer tous les indicateurs, la majorité des indicateurs si vous voulez, en ce qui concerne la digitalisation de la qualité dans la plateforme qu'on doit réaliser justement sur la digitalisation de la qualité. Donc je vais faire un bref aperçu sur le référentiel national assurance qualité. Alors,
Voilà, il est constitué donc de domaines, vous les avez tout à fait en bas ici, c'est les 8 domaines. Avant, il y avait 7 domaines et ce référentiel a été mis à jour en 2023. Donc, j'ai participé personnellement à la révision du référentiel national assurance qualité. Donc, il a été revu de bout en bout, il a été amélioré bien sûr, et on a rajouté un 8e domaine qui est le domaine de responsabilité sociale et développement durable. C'est important, c'est un point important, parce qu'il faut que tout ce qu'on fait soit fait de telle sorte à ce qu'il n'ait pas de conséquences négatives sur les générations futures. Donc c'est très important. Et quand on parle d'environnement durable aussi, il faut qu'au niveau des établissements, quand on construit un simple bâtiment, il faut toujours réfléchir à l'avenir. Économie d'énergie, l'éclairage, l'eau aussi, l'utilisation de l'eau, etc. Environnement vert. Donc, tous ces paramètres-là doivent être pris en considération. C'est pour ça qu'on parle généralement de système de management intégré, qu'on parle de qualité totale, etc. Donc, il faut que tout ça intervienne dans la gouvernance, dans la gestion, etc. des établissements. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté le 8e domaine et on pense même à rajouter un 9e domaine en ce qui concerne les résidences universitaires, la restauration au niveau des établissements d'enseignement supérieur, les moyens de transport, etc. Voilà, donc, y compris pour les étudiants étrangers, par exemple, qui viennent ici, les moyens d'hébergement, etc. Donc, voilà, tout ça doit être pris en considération parce que un établissement d'enseignement supérieur, c'est un tout. Ce n'est pas uniquement l'offre de formation qu'on fait et le diplôme. Donc, c'est un tout. Pour améliorer la qualité, c'est un tout. L'étudiant, il est influencé par le climat qu'il a au niveau des cités universitaires, sa chambre, la restauration. Les moyens de transport aussi sont importants. Donc, c'est pour ça que je dis que, logiquement, plus tard, on va rajouter encore les résidences universitaires, etc. Il faut qu'elles soient évaluées de telle sorte à ce qu'elles améliorent aussi leur qualité. Donc, il est structuré donc, en domaines, champs, champs, références et critères. Donc, chaque domaine est structuré sous forme de champ. Ensuite, vous avez une interprétation de champ. Ensuite, vous avez des références. Et chaque référence, elle a une interprétation. Et vous avez ce qu'on appelle des critères. Les critères, on va dans le détail. Dans le détail, si on parle de la formation, on regarde par exemple, ce qui concerne les examens, le nombre d'examens que vous avez. Est-ce que, ou bien, on peut parler aussi du nombre d'enseignants par rapport au nombre d'étudiants. Donc, généralement, on demande ce qu'on appelle des preuves au niveau de l'établissement pour montrer que les exigences de qualité sont respectées. Voilà. Et c'est justement à partir de ces preuves-là qu'on peut tirer les indicateurs. Quand vous avez le nombre de diplômés, vous pouvez avoir l'amélioration, par exemple, d'année en année, du nombre de diplômés, etc. Vous pouvez utiliser cet indicateur pour voir le taux de progression, etc. Là, vous avez, bon, j'ai pris la page du nouveau référentiel qui parle, donc ça, c'est le domaine formation. Ensuite, vous avez la référence et vous avez l'interprétation de la référence. Ensuite, vous avez un ensemble de critères. Tiens, je vais citer par exemple le premier critère, les domaines de formation sont clairement définis. Donc là, est-ce que vous avez un statut de libre d'établissement qui définit les domaines de formation? Ensuite, vous avez l'établissement définit ses offres de formation en tenant compte des besoins nationaux et des pratiques à l'international, etc. Bon, ensuite, on demande des preuves. Voilà, nombre de formations définies en collaboration avec les partenaires socio-économiques, nombre de canevas de formation
des 3 dernières années, nombre d'étudiants par formation pour les 3 dernières années, etc. Bon, c'est ce qu'on appelle des preuves. Et à partir de ces preuves-là, on peut faire sortir des indicateurs qui vont nous montrer est-ce que nos objectifs sont atteints ou pas. Bien sûr, après, on ne prend pas tous les indicateurs. Vous avez ce qu'on appelle les indicateurs clés, donc qu'il faut particulièrement suivre pour voir l'atteinte des objectifs. Ça, c'est le nombre de références, de critères, etc. Donc, ce que vous avez ici en bas, c'est la comparaison directement. Ça, c'est l'ancien référentiel. Ça, c'est le nouveau référentiel. Vous voyez ici que le nombre de preuves a pratiquement doublé. Donc là, vous avez 1035. Par contre, dans l'ancien référentiel, nous avons 563 preuves. Voilà, pour dire que ce référentiel qui a été révisé a été amélioré. Voilà, et ensuite, là, c'est un exemple de comment se fait l'évaluation au niveau des établissements. Donc là, avec le référentiel qui est traduit en Excel, ensuite, on évalue pour chaque preuve. Là, vous avez donc, pour chaque domaine, chaque champ, chaque référence, on regarde est-ce qu'ils ont réalisé vraiment, voilà, est-ce qu'ils ont les preuves, comme quoi ils ont fait ce qu'il fallait faire, etc. Ensuite, c'est noté. Chaque preuve, elle est notée, chaque référence est notée, chaque champ, chaque domaine. Ensuite, à la fin, on obtient des diagrammes bon, sous différentes formes. On peut les avoir sous forme de toile d'araignée, etc. Voilà, pour voir est-ce que le niveau de la qualité est bon ou pas, est-ce qu'il faut améliorer les choses ou pas. Donc ça, c'est pour parler un petit peu du référentiel national assurance qualité. Bon, je ne vais pas aller trop dans le détail en ce qui concerne le référentiel. Ce n'est pas l'objet de notre exposé aujourd'hui. Je reviens donc aux indicateurs. L'indicateur qu'on peut donner comme exemple, c'est les indicateurs que vous avez sur le tableau de bord d'une voiture. Quand vous vous déplacez d'un point A à un point B, donc vous avez un ensemble d'indicateurs. Vous avez généralement la vitesse à laquelle vous roulez. Vous avez aussi le kilométrage, combien de kilomètres vous avez parcouru. Vous avez aussi d'autres indicateurs en ce qui concerne le niveau de votre réservoir, est-ce que il est plein ou pas. Vous avez aussi le niveau d'huile au niveau de votre moteur, la température de votre moteur, etc. Donc vous avez un ensemble d'indicateurs qui vous permettent de rouler, mais tout en regardant vos indicateurs. Donc la première des choses à vrai dire quand on se déplace, on vérifie est-ce qu'on a le plein d'essence, est-ce que vérifier le réservoir d'eau pour le refroidissement, est-ce qu'il est bon, etc. Ensuite, on démarre. Mais quand on est en cours de route, il y a aussi des indicateurs de risque, par exemple, on a parlé de risque. Donc quand vous avez le niveau d'huile qui signale le niveau d'huile, il vaut mieux arrêter votre véhicule et vérifier. Bon, à ce moment-là, vous ne pouvez pas, si vous avez un problème, vous ne pouvez pas continuer votre voyage, donc vous allez vous arrêter au milieu. Vous avez aussi la température qui vous renseigne sur l'état de votre moteur, etc. La batterie, bon, je ne vais pas énumérer tous les indicateurs, mais voilà, vous avez un aperçu sur les indicateurs, mais aussi sur le tableau de bord. Vous avez un tableau de bord qui vous renseigne sur tout. D'accord? Est-ce que vous allez atteindre votre objectif ou pas? OK? Alors, un indicateur, alors, généralement, vous avez aussi, bon, pour certains qui se déplacent, vous avez besoin soit d'une carte pour quelqu'un qui se déplace dans un autre pays, soit maintenant on utilise le GPS, donc on n'a pas besoin de carte. Voilà, c'est des supports que vous pouvez utiliser dans votre processus de déplacement. Alors, pourquoi se doter d'un système de mesure par indicateur? Donc, la plupart des systèmes de qualité se construisent en différentes étapes. L'identification des facteurs clés
de succès doit permettre la détermination d'objectifs idéalement quantifiés. Ensuite, des mesures réelles liées à l'activité sont ensuite relevées et confrontées aux objectifs. La dynamique de l'amélioration continue est fondée sur des confrontations de mesures objectives et sur l'analyse évolutive des indicateurs. Donc là, vous avez ce qu'on appelle l'amélioration continue. Ça veut dire que vous regardez votre processus et vous suivez, est-ce que les objectifs sont atteints ou pas, est-ce que vous pouvez atteindre votre objectif. Donc quand vous suivez un processus, et vous devrez regarder à chaque fois, est-ce que vous allez atteindre votre objectif en regardant l'évolution. Donc en regardant par exemple le pourcentage, tiens, au lieu, je dois réaliser 75% en 3 ans, donc je dois à chaque fois réaliser 25%. La première année, vous avez réalisé 10%, vous allez dire, ah, il y a un problème, je ne vais pas atteindre mon objectif. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour améliorer? Donc là, à ce moment-là, il faut revoir ces processus et dire où est-ce que je vais agir de telle sorte à améliorer mon processus, de telle sorte à atteindre mes objectifs. Donc, on agit soit sur les moyens humains, sur les moyens matériels, etc., pour être efficace et atteindre son objectif. Alors, vous avez aussi, ces indicateurs doivent jouer un rôle de clignotant pour avertir le pilote d'un problème. Le rôle du clignotant, donc, des fois, vous avez, on a parlé tout à l'heure d'indicateurs de niveau d'huile, par exemple. Là, si le niveau d'huile, donc vous avez un signalement du niveau d'huile, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc là, vous avez des indicateurs de risque qu'il faut avoir, qui vous donnent voilà, une information importante sur l'atteinte des objectifs ou pas. Voilà, donc je parlais sur les risques. Les indicateurs sont au centre des processus décisionnels. Sont-ils bien choisis? Produisent-ils une image fidèle d'un moment d'une évolution? Qui peut les interpréter? Donc, le choix d'un indicateur, le traitement et l'interprétation des données comprennent des risques d'erreur et de manipulation. Donc, généralement, quand on prend un indicateur, et généralement, c'est basé sur des mesures. Il faut toujours qu'il donne le même résultat. Donc, si on utilise une procédure, il faut qu'il donne toujours le même résultat, sinon, ça pose problème. Donc, si la qualité de la mesure n'est pas fiable, ça veut dire que l'indicateur n'est pas fiable aussi. Donc, il faut avoir un certain nombre de paramètres qui permettent à l'indicateur de donner ou bien de nous indiquer sur l'atteinte de résultats. Là, donc, j'ai expliqué tout à l'heure, vous avez généralement le pilote des processus, bien les instances décisionnelles au niveau de l'établissement, on parle du directeur, des responsables, des chefs de département, etc., qui ont un caractère optimiste généralement par rapport à l'atteinte des objectifs. Donc, ils sont souvent contents et satisfaits du résultat. Parce qu'ils ne vont pas vous dire que j'ai obtenu des résultats négatifs. Donc, ils voient toujours la bouteille à moitié pleine. Et vous avez aussi, donc, le manager assurance qualité, comme moi, qui est, on va dire, n'est pas souvent content. Donc, il soulève les points négatifs et dire, voilà, effectivement, vous avez atteint les objectifs, mais il vous manque ceci, il vous manque cela. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est pas une tâche facile, hein, c'est pas une tâche facile de dire aux gens, attends, je suis pas vraiment satisfait, je suis pas d'accord avec vous, c'est pas évident, mais il faut le faire, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il faut savoir comment le faire aussi et comment transmettre le message, ça c'est très important aussi. Mais il faut le faire. Il faut toujours montrer où est-ce qu'ils sont nos lacunes, où est-ce qu'ils sont nos points faibles pour pouvoir les améliorer par la suite. Alors, examinons les indicateurs suivants.
nombre de réunions par semaine, durée d'une consultation chez le dentiste, nombre de dossiers clôturés par jour, nombre de plaintes introduites par mois, pourcentage d'échecs des étudiants, épaisseur d'un syllabe, temps d'attente pour une attraction à Walibi, durée de vie d'une pièce, d'un jouet, etc. Donc, alors, pour chaque indicateur, s'agit-il d'un bon indicateur? Pourquoi pas? Sinon, pouvez-vous imaginer dans quel contexte il serait bon et vice-versa? Donc là, vous avez un ensemble d'indicateurs, mais bon, ensuite, vous allez dire, est-ce que c'est des bons indicateurs ou pas? Mais en réalité, ça dépend tout simplement de l'impact de ces indicateurs sur l'atteinte du résultat, bien sur la qualité du processus lui-même. C'est le contexte, retenons que c'est le contexte qui détermine s'il s'agit d'un bon indicateur ou pas. Aucun indicateur ne couvre entièrement une thématique, ne répond entièrement à une question un peu complexe. Un bon indicateur véhicule un message clair. Un indicateur peut avoir plusieurs fonctions. Alors, on va voir maintenant les méthodes de construction des indicateurs, donc formulation des objectifs, mise en place des indicateurs. La conception des indicateurs et tableaux de bord est fondée sur une réflexion d'ordre stratégique. Et il est indispensable que l'institution ait mené une réflexion en amont pour déterminer ses objectifs sur la base de la stratégie qu'elle se fixe. Donc, généralement, c'est basé toujours sur un schéma politique de l'établissement, une stratégie politique qu'on veut réaliser. Ensuite, pour cela, il faut généralement ce qu'on appelle un plan opérationnel. Et là, c'est à partir de là qu'il faut définir les indicateurs. Donc, c'est toujours par rapport aux résultats qu'on veut atteindre. Ensuite, on se dit quels sont les moyens, quelles sont les ressources, et à ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle des indicateurs pour voir l'atteinte d'objectifs. Oui, sans cette étape fondamentale, la construction des indicateurs de tableau de bord n'a aucun sens. Donc, il faut toujours se fixer un plan stratégique, quels sont les objectifs qu'on va atteindre, etc. La construction d'un système de mesure destiné au contrôle interne d'une institution doit aussi être fondée sur des objectifs stratégiques et opérationnels préalablement définis. Les indicateurs ne sont que des instruments au service de la mise en œuvre d'une politique qualité et de démarches d'amélioration permanente. Sur la base de ces objectifs, l'institution doit identifier les facteurs clés de succès qui constituent en quelque sorte les éléments qu'il faut maîtriser pour atteindre les objectifs. Alors, généralement, quand on parle d'objectifs stratégiques, le plan stratégique de l'établissement, etc., il se base toujours sur les missions, les visions et les valeurs. Alors, vous avez, quand on parle de l'établissement de l'enseignement supérieur, il est chargé de certaines missions. Elles sont définies par la tutelle. Donc, d'abord, assurer une formation pour chaque bachelier, l'enseignement gratuit. Donc, vous avez un ensemble de missions, de valeurs, etc. D'abord, qui sont dictées par la tutelle, mais aussi vous avez des missions et valeurs internes à l'établissement. D'accord? Les objectifs stratégiques, les objectifs opérationnels, les actions. Là, généralement, quand on parle comme ça, on parle toujours de la gestion par objectif. Ça veut dire qu'il faut toujours se fixer des objectifs à atteindre. Ensuite, un plan stratégique, un plan opérationnel. Ensuite, les actions qu'on doit mener pour réaliser les objectifs. Donc, pour dire que tout est lié. Voilà. Quand on parle de processus, d'indicateurs, d'assurance qualité, projet d'établissement aussi, donc tout est lié. Et la digitalisation de la qualité, elle est très importante dans le sens où elle nous permet d'avoir une vision globale sur le mode de fonctionnement à l'intérieur de l'université, comment améliorer les choses, etc. Et ensuite, on peut même utiliser des outils d'optimisation pour gagner du temps, pour gagner de l'argent, pour gagner en moyens, etc.
Vous avez des outils après qui vous permettent, bon, on peut utiliser de l'intelligence artificielle pour vous permettre d'améliorer un petit peu les processus, etc., pour être efficient. Alors, les caractéristiques d'un objectif. On peut parler aussi des caractéristiques d'un indicateur. Donc, c'est les caractéristiques, ce qu'on appelle les caractéristiques SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, et aussi, donc il y a le facteur temps, ça veut dire qu'il y a un échelonnement au niveau du temps, etc. Donc, quand on prend un indicateur, on dit, tiens, pendant la première année, on a ça, pendant la deuxième année, on a ça, etc. Ça, c'est pour le facteur temps spécifique. Donc, il faut que ça soit bien, il définit bien l'objectif qu'on veut atteindre. Mesurable, il faut qu'il soit quantifiable. Donc, on doit avoir la mesure. Ensuite, dans certains cas, vous allez dire, tiens, quand on parle de certains indicateurs, quand on veut mesurer, par exemple, la satisfaction n'est pas, on ne peut pas la mesurer, mais on peut faire de telle sorte à la quantifier. Vous regardez le nombre de satisfaits par rapport au nombre qui ne sont pas satisfaits. Donc là, vous pouvez quantifier même ce qui n'est pas mesurable à travers. Voilà, par exemple, le taux de satisfaction, ça vous donne des informations sur la satisfaction, soit à l'intérieur de l'établissement, soit à l'extérieur de l'établissement. Bon, on va essayer d'identifier quelques objectifs de la politique d'enseignement supérieur algérien et quelques objectifs de développement de votre établissement. Alors, si on parle de l'enseignement supérieur algérien, bon, on a parlé tout à l'heure de vision, de mission et de valeur. Donc, il y a les missions, donc c'est lié aussi aux objectifs qu'on veut atteindre au niveau de la tutelle, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Assurer l'enseignement ou bien assurer les formations dans les établissements d'enseignement supérieur pour tous les bacheliers. Donc là, déjà, c'est un objectif à atteindre. Ensuite, au niveau de tous les établissements, vous avez l'ensemble des domaines de formation qui sont enseignés au niveau de tous les établissements. Et dans chaque établissement aussi, on a des objectifs à atteindre. Alors, on peut parler des objectifs, par exemple, en termes de qualité, mais on peut parler des objectifs aussi en termes, par exemple, de formation liée au monde socio-économique, de formation professionnelle, par exemple. Il faut savoir que actuellement, dans les établissements d'enseignement supérieur algérien, on n'a pas beaucoup de formation de type professionnel. Et généralement, vous avez ce déficit-là de lien entre l'université et les entreprises. Donc, comme objectif, on peut se fixer un objectif, dire, tiens, on va augmenter le nombre de formations professionnelles au niveau de notre établissement. Voilà, ça c'est un objectif à atteindre. Ensuite, il faut se donner les moyens de le faire. Bien sûr, c'est tout un processus aussi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais des processus, donc faire associer par exemple les partenaires socio-économiques au niveau de l'élaboration des offres de formation, etc. Voilà. Alors, si on parle des objectifs donc, au niveau des établissements, on peut citer voilà, comme ça quelques objectifs. Hein, accroître le taux d'accès aux étudiants supérieurs dans sa région, promouvoir la réussite, améliorer l'efficacité dans son processus d'enseignement, augmenter son attractivité internationale, renforcer la mobilité. Ça, c'est généralement, on peut se fixer ce genre d'objectifs et essayer de les atteindre. Ensuite, là, vous avez un ensemble d'indicateurs qu'il faut utiliser pour voir est-ce que réellement on va atteindre ces objectifs qu'on se fixe ou pas. Donc là, par exemple, vous avez, ça c'est un taux, nombre d'étudiants sur nombre de personnes en âge d'accès universitaire dans la zone, etc. Bon, on ne va pas lire tous les indicateurs. Donc, mais pour atteindre vos objectifs, vous avez cet ensemble d'indicateurs pour les atteindre.
Maintenant, on va parler de la qualité de l'indicateur lui-même. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité, cet indicateur? Donc, voilà, vous avez un ensemble de caractéristiques que l'indicateur doit avoir. Par exemple, la pertinence, la reproductibilité, la fiabilité. Donc, la fiabilité, c'est de donner toujours le même résultat, bien le bon résultat. La fidélité, la précision, la validité et réactivité. L'économie, ça veut dire que ça ne coûte pas cher, etc. Simplicité de représentativité, cohérence, simplicité, bien sûr. Un indicateur qui est simple, il est préférable que de choisir un indicateur compliqué. Si vous avez un long processus pour atteindre un résultat, je préfère utiliser le plus simple. Donc voilà, la convergence, l'objectivité, permanence de la mesure. Ça veut dire qu'on peut mesurer à tout le temps. Voilà, ça aussi c'est important, donc sinon ça posera un problème. Voilà, donc un petit peu les caractéristiques d'un bon indicateur. Alors, classification et fonction des indicateurs. Franchement, pour la classification, généralement, on peut trouver des difficultés à les classifier parce que ça dépend sur quoi on veut classifier. Donc, vous risquez, par exemple, quand vous regardez les types d'indicateurs, trouver au niveau de la bibliographie différents types de classification. Donc là, il faut faire un petit peu attention. C'est par rapport à quoi vous classifiez votre indicateur. Donc, tout indicateur a un rôle, une fonction à remplir. Par exemple, mesurer une activité, mesurer une réalisation, mesurer un résultat, mesurer un impact, mesurer l'évolution d'un élément du contexte. Donc, à partir de là, on peut classifier déjà nos processus en disant, voilà, un indicateur d'activité, un indicateur de résultat, un indicateur d'impact, etc. Un indicateur mesure des faits ou des opinions. Ce qui est difficile généralement, c'est quantifier des opinions. Mais là, on peut toujours les quantifier en utilisant le nombre de, par exemple, quand je parlais de satisfaction, le nombre de satisfaits par rapport au nombre total des étudiants, par exemple, ou bien d'une autre catégorie de population par rapport à ce qu'on veut atteindre comme objectif. Donc, un indicateur mesure des faits ou des opinions, nombre de personnes formées, pourcentage de personnes formées qui se disent satisfaits à l'issue de la formation. Il fournit une échelle sur laquelle une performance peut être mesurée conformément à un critère d'appréciation. Il doit alimenter un moyen d'information précise, chiffrée, spécifique et comparable, recherchée systématiquement, régulièrement et de façon constante. Alors, fonction des indicateurs. Donc, vous avez 4 fonctions: signalisation, évaluation, dialogue, planification. Signalisation, donc là, vous avez un indicateur. Quand vous regardez, est-ce que vous avez dépassé le seuil, par exemple, d'utilisation de quelque chose, etc. Vous avez d'évaluation. Donc, ça, c'est l'atteinte des objectifs. Est-ce que vraiment, voilà, j'ai dit tout à l'heure, voilà, je veux atteindre 75%. Donc là, au fur et à mesure du temps, je dis, tiens, j'ai réalisé 25, j'ai réalisé 50. Donc la troisième année, j'ai réalisé 75. Logiquement, c'est bon, etc. Le dialogue, analyse et résolution des problèmes. Donc là, dans le cadre de l'amélioration continue, etc. Planification, donc là, c'est pour l'état d'avancement. Donc au niveau de la tutelle de l'université, donc ces indicateurs-là sont préconisés. Donc les indicateurs relatifs aux activités, alors vous avez les types d'indicateurs, les indicateurs relatifs aux activités courantes, à la gestion des services, à l'atteinte des objectifs au projet, oui, aux facteurs externes. Donc, on peut les classifier aussi selon ce type, donc relatif au type d'activité. Donc là, par rapport
un processus de réalisation, un processus de pilotage ou bien un processus pilote. Ensuite, de gestion interne de service. Et vous avez aussi qui tient compte des facteurs externes. Facteurs externes, on peut parler de, voilà, de la conformité des compétences du diplômé par rapport à la réalité au niveau des entreprises, etc. Alors, en ce qui concerne la classification des indicateurs, les indicateurs peuvent être prédictifs ou de constat. Prédictif, c'est-à-dire généralement, c'est de la prévoyance. Quand on a certains indicateurs, permettent d'identifier l'émergence d'un problème et recommandent la mise en œuvre des mesures correctives. Donc, ils sont beaucoup plus utilisés dans le suivi et l'amélioration continue. Donc, ces indicateurs-là de prédictifs, on va voir est-ce que le processus il est bien mis en place, qu'il fonctionne convenablement. Ensuite, les indicateurs prédictifs, ils nous montrent est-ce qu'on doit agir de telle sorte à améliorer le processus ou pas. Ensuite, vous avez les indicateurs de constat, ne prévoient pas de traitement curatif du problème. Donc, de constat, ça y est, vous avez le résultat, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de constat. Nous allons approcher trois types d'indicateurs, d'avancement, de résultat et d'impact. L'avancement, donc, c'est l'avancement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc un échéancier sur un échéancier. Ensuite, de résultats, donc c'est les indicateurs de constat. D'impact, l'impact c'est par rapport au monde socio-économique. C'est quoi l'impact de soit de votre produit, donc s'il s'agit d'une entreprise, ça peut être une voiture, ça peut être une machine, ça peut être un mécanisme. Quel sera son impact au niveau du monde socio-économique? Ça peut être au niveau du citoyen lui-même, si c'est un outil. Ça peut être aussi au niveau des entreprises pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Bon, voilà, c'est des explications en ce qui concerne l'indicateur d'avancement, de résultats et d'impact. Voilà, on va parler donc sur maintenant la méthode de construction de l'indicateur et mise en place des indicateurs. Alors, comment élaborer un indicateur? Donc, la première des choses, d'abord, il faut définir qu'est-ce qui va atteindre comme objectif cet indicateur-là. Donc, épurer l'idée de l'indicateur, définir, expliquer la finalité de l'indicateur. Il va servir à quoi? Donc, ça, c'est la première des choses qu'il faut éclairer. Donc, identifier les dimensions à prendre en compte. Par exemple, bureau d'accueil, accessibilité physique, horaire, obtention d'une réponse, temps d'attente, etc. Peu importe. Ensuite, calibrer l'indicateur. Préciser toutes les caractéristiques significatives de l'indicateur, réfléchir aux qualités attendues, à la qualité des instruments de mesure, aux qualités spécifiques. Donc on doit les comprendre, il doit être complet et impartial. Voilà, donc là, votre indicateur doit être mesurable, donc il faut savoir comment le mesurer, le quantifier, etc. Ensuite, après, il faut valider aussi votre indicateur, donc il faut qu'il soit validé, s'assurer qu'il donne de bons résultats. Ce qu'on utilise comme mesure, ou bien on peut utiliser des appareils de mesure dans certains cas, il faut s'assurer qu'il donne effectivement de bons résultats, etc. Donc il faut qu'il soit validé. Il faut qu'il soit généralement validé par quelqu'un, justement, qui maîtrise voilà, quels sont les objectifs à atteindre, etc. Donc, dont quelqu'un qui prend des décisions, justement, au niveau de, soit de l'entreprise ou bien de l'établissement d'enseignement supérieur. Alors, donc on va parler du calcul. Alors, pour chaque indicateur, une formule de calcul doit être explicitée. Ce procédé permet d'établir donc la liste détaillée des informations élémentaires nécessaires au calcul des indicateurs. Cette explication est nécessaire aussi
parce que le même indicateur peut souvent être calculé de diverses façons par des personnes différentes. On limite ainsi à défaut d'éviter totalement les ambiguïtés. Donc là, donc il faut définir la façon de calculer afin que les utilisateurs, bien ceux qui calculent ces processus, ne les calculent pas de différentes manières. Il est également important de définir les termes que l'on utilise, ainsi aussi la présence d'un glossaire, dictionnaire, est tel indispensable dans la publication finale. Après le calcul des différents indicateurs, il est nécessaire de vérifier la cohérence des résultats obtenus, assurer la validité de l'ensemble. Donc, les indicateurs, il faut qu'ils soient mesurables. Il faut d'abord définir l'objectif. Ensuite, il faut les valider aussi. Il faut s'assurer qu'ils donnent toujours des résultats estampillés. Donc là, on parle de méthode de validation de l'indicateur. Donc le cheminement inverse, l'indicateur permet de définir l'objectif sous-jacent. Donc vérification de l'adéquation entre saisie des données et les besoins de l'indicateur, la disponibilité de ces données. Donc toujours, quand on a un indicateur, il y a un ensemble de données qu'on utilise pour justement formuler cet indicateur. Donc ensuite, il faut qu'il y ait un responsable qui valide cet indicateur-là, adoption de la position d'un responsable qui désire faire du chiffre. Alors, généralement, pour chaque indicateur, il faut définir une fiche de l'indicateur. Elle comporte donc généralement ces informations-là. Donc, vous avez la dénomination, la finalité. La dénomination, c'est le nom de l'indicateur. La finalité, donc l'objectif qu'on va atteindre à partir de cet indicateur. Définition, mode de calcul, exemple de calcul, priorité, type de référence, source et mode de saisie de données, des commentaires. Donc, vous avez une fiche d'identité de chaque indicateur. Vous devrez avoir ce qu'on appelle une fiche d'identité. Voilà. Choisissez un indicateur phare de votre université et décrivez-le. Bon, remplissez la fiche. Bon, voilà. Vous avez un exemple voilà, d'une fiche d'identité d'un processus. Là, par exemple, c'est le nombre de jours d'examen pour la session janvier et juin. Bon, généralement, on a 2 sessions d'examen, du semestre 1 et du semestre 2. Ensuite, on veut voir le nombre de jours d'examen dans chaque nombre de jours par examen pour les 2 sessions. Donc là, vous avez donc définition de l'indicateur, vous avez le mode de calcul, vous avez la formule, exemple de calcul, ok, la périodicité donc annuelle, on les calcule annuellement, type de référence, chiffre des 5 dernières années académiques. Ensuite, vous avez un commentaire. Donc, il faut travailler sur les étudiants qui ont un PAE complet ou presque, donc entre 55 et 65 crédits. Alors, bon, on a ensuite des résultats. Alors, voici, donc j'ai calculé sur Excel un exemple de calcul d'indicateur. Donc, ça vous donne, voilà, ça c'est pour la session janvier. Donc, vous avez l'équivalent de 3 examens par jour en janvier. Et en juin, vous avez l'équivalent de 2,7 examens par jour en juin. Donc, c'est des indicateurs qui vous donnent des informations. Là, vous avez un exemple d'indicateur, vous avez une fiche d'identité. Donc, on doit faire ça pour tous les indicateurs. Donc, vous voyez un petit peu la lourdeur et la complexité de cette gestion par processus et indicateurs, etc. Ça veut dire que vous devrez faire ça pour tous les indicateurs que vous avez au niveau, que vous utilisez au niveau des processus. C'est un travail très long et qui demande de la patience
Parce que même si on commence à réaliser un petit peu notre plateforme de digitalisation, sachez qu'au départ, elle ne sera pas finalisée. Donc, on peut commencer avec la gestion d'un domaine, par exemple. Ensuite, on améliore au fur et à mesure. Mais une fois qu'on a à peu près les mécanismes et la façon de travailler, il suffit de dupliquer tout simplement. Mais il faut que les personnes chargées justement de réaliser ces processus-là puissent le faire au fur et à mesure avec le temps. Donc ainsi, les indicateurs, tous les indicateurs n'interviennent pas à n'importe quel moment, effectivement. Vous avez des indicateurs qu'il faut, voilà, là par exemple, on a vu, c'est à la fin de l'année. Vous avez des indicateurs qu'il faut attendre à la fin de la formation du diplômé. Donc pour chaque étudiant, par exemple, une formation de 5 ans, donc certains indicateurs sont limités dans le temps et certains autres indicateurs, on peut mesurer tout le temps. Donc ça dépend des indicateurs. Les indicateurs relatifs aux activités courantes et à la gestion interne, aux facteurs et aux facteurs externes permettent d'alerter sur des situations problématiques et doivent alimenter le diagnostic. Donc ça, c'est généralement des indicateurs qu'on peut mesurer tout le temps et ensuite qui peuvent influencer la démarche de suivi et d'amélioration continue. Les indicateurs relatifs aux activités courantes, à la gestion interne, aux facteurs externes, ainsi que les contraintes et facteurs de succès sont suivis régulièrement pour anticiper les difficultés et réajuster les plans d'action et projets, mais avec des temporalités différentes selon leur activité. Les indicateurs d'avancement sont suivis régulièrement. Les blocages, les retards sont traités, casés en temps réel et exigent des ajustements fréquents. Donc, il doit permettre l'atteinte des objectifs. Tous les indicateurs, y compris ceux relatifs aux objectifs, permettent de piloter l'activité et d'ajuster le choix. Donc, généralement, dans la gouvernance, ils permettent le pilotage, d'ajuster les choix dans l'étape de planification, mais avec des temporalités différentes. L'atteinte des objectifs opérationnels et stratégiques via les indicateurs de résultats et d'impact éclairent l'évolution de la situation a posteriori, donc l'évaluation du projet, les justifications éclairées par le pilotage de l'activité et les remontées d'informations des services permettent de repenser les choix antérieurs et servent de base à l'élaboration de nouveaux projets. Quelques difficultés. Comment éviter donc voilà les blocages ou carrément l'arrêt de fonctionnement d'un processus ou carrément de la production au niveau d'un établissement. Comment vaincre la résistance face à l'usage des indicateurs et les tableaux de bord. Donc la collecte des données est très importante. Les principales sources pour les indicateurs proviennent des informations recueillies au niveau des établissements à travers des bases de données, etc., propres à l'établissement d'enseignement supérieur. Donc là, par exemple, vous avez un ensemble de données déjà qui sont disponibles sur la plateforme Progress. Par exemple, en ce qui concerne l'effectif, le taux de passage, etc. Ensuite, vous pouvez avoir aussi des données aussi à partir des enquêtes. Vous pouvez avoir à partir des bases de données nationales. Vous avez par exemple, actuellement, on a un problème en ce qui concerne l'employabilité des diplômés au niveau de l'université pour voir justement l'impact des formations au niveau du monde socio-économique. Mais il faut savoir que ces données généralement existent. Hein. Vous avez par exemple, vous allez à la CNAS, vous allez trouver l'ensemble des travailleurs au niveau national qui sont enregistrés. Vous avez le profil de chaque cadre au niveau des entreprises, etc. Donc, on peut toujours avoir ces informations. Il suffit tout simplement d'engager une démarche dans ce sens.
de la qualité de la prise d'information dépend la qualité des indicateurs, effectivement. Le calcul de certains indicateurs nécessite des enquêtes spécifiques, etc. Nécessité d'un service. Voilà, généralement, au niveau des établissements d'enseignement supérieur, il faut justement, bon, on a déjà un service statistique et des relations avec le secteur socio-économique qui doit jouer ce rôle-là, d'avoir les informations, par exemple, qui concernent le secteur économique. En bref, voici les étapes à prendre en compte pour développer une liste d'indicateurs. Chassa, s'il vous plaît. En Zereka, c'est bon. OK. Donc, vous avez un ensemble d'étapes. Identification des objectifs, identification d'une liste de questions politiques basées sur les objectifs identifiés, élaboration de la liste des indicateurs, identification des informations risques pour calculer les indicateurs, identification des sources de données disponibles, calcul des indicateurs, vérification des résultats, analyse des divers indicateurs, sélection finale, choix et présélection, présentation, choix de la présentation du document. OK. Alors, vous avez ce qu'on appelle les KPI, les indicateurs clés. Bon, une mesure métrique ou indicateur quantifié, mesuré, pour n'importe quel processus au sein d'une organisation. Donc, toute mesure n'est pas un KPI. Bon, tout KPI est une mesure. Donc, les indicateurs, toujours, sont issus à partir de mesures. Un KPI mesure un résultat, processus stratégique d'une organisation et est comparé à une valeur cible. Une valeur cible, généralement, c'est la valeur qu'on veut atteindre. Donc, quand on a un indicateur, un pourcentage, on veut atteindre 80%. Ensuite, votre indicateur, vous avez atteint 75%, vous allez dire, tiens, bon, j'ai une satisfaction, même si je n'ai pas atteint totalement les 80%, mais je me suis rapproché. Voilà. Donc, vous avez toujours une cible à atteindre à partir d'un indicateur. Alors, un KPI les KPI devraient donc apporter une information claire, compréhensible et valide, réduire les conséquences de l'incertitude. Donc, elle doit nous aider à prendre des décisions, ça c'est très important aussi, actions pertinentes, encourager chacun à contribuer à l'amélioration des performances et à l'atteinte des objectifs stratégiques, être équilibré et complémentaire de façon à ne pas induire des comportements contre-productifs, voire même néfastes. Donc là, c'est ce que doit être un KPI, un indicateur clé. Il s'agit de maintenir donc l'attention sur un ensemble limité d'indicateurs clés en vue d'orienter les décisions et actions et ainsi réaliser la stratégie. Donc généralement, tous les indicateurs ne sont pas tous des indicateurs clés. Donc il y a des indicateurs qui influencent le résultat. Donc à ce moment-là, généralement, quand on essaye de réaliser, bien d'établir le processus, il faut toujours tenir compte des indicateurs clés qui influencent les résultats. Donc là, vous avez une fiche pour les indicateurs clés, la dénomination donc, de l'indicateur, raison d'être, donc c'est toujours l'objectif qu'on veut atteindre, dénomination et description de l'indicateur, formule de calcul, données utilisées, responsable, donc il faut toujours qu'il y ait un responsable qui donne cette indication, qui fait le suivi de ce KPI, qui est responsable de maintenir à jour les KPI. Comment, donc, généralement, on se pose ces questions, comment éviter les risques, comment vaincre la résistance face à l'usage des indicateurs et aux KPI, comment ça se passe dans notre université.
Donc là, on va introduire ce qu'on appelle les tableaux de bord. Donc, les tableaux de bord, il va nous donner tout simplement l'ensemble des indicateurs clés au niveau de notre établissement. Là, vous avez donc, en ce qui concerne le véhicule, vous avez un tableau de bord qui vous donne les indications essentielles. Donc, introduction au tableau de bord, identification des éléments constitutifs d'un tableau de bord, conception d'un tableau de bord et comment conduire la mise en place d'un tableau de bord. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, l'utilisation des tableaux de bord permet une définition claire et cohérente des objectifs, des politiques suivies par l'établissement d'enseignement supérieur, ainsi que des objectifs des gestionnaires des établissements. Donc, le tableau de bord, il permet une définition claire et cohérente des objectifs. Il permet de voir l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Les tableaux de bord permettent d'évaluer progressivement les objectifs et aident à éclairer la nature des résultats souhaités. L'utilisation des indicateurs choisis pour un tableau de bord permet donc à la tutelle, les planificateurs et les gestionnaires à déterminer avec précision les résultats attendus des interventions. Et généralement, un tableau de bord, on a un ensemble d'indicateurs, mais la façon aussi de présenter l'indicateur, elle est importante. On va voir après les différentes façons de présenter le résultat d'un indicateur. On peut le présenter sous forme de texte, on peut le présenter sous forme chiffrée, de nombres, on peut le présenter sous forme de courbes, d'histogrammes, etc. Il faut choisir toujours la meilleure forme qui interpelle l'esprit humain de telle sorte à comprendre directement l'impact, bien l'atteinte de l'objectif. Alors, on distingue particulièrement trois types d'utilisation des tableaux de bord. Information publique, donc là c'est destiné à tout le monde. Vous avez le suivi des objectifs, donc généralement, ou du plan stratégique par exemple. Quand on parle de suivi des objectifs, donc automatiquement c'est ceux qui gouvernent, qui doivent avoir ce tableau de bord, de telle sorte à voir quels sont les paramètres sur lesquels il faut agir. Et ensuite, vous avez la gestion du système interne. Là, on va dans le détail. Bon, ça peut être au niveau de chaque département, chaque faculté, etc. On a des indicateurs spécifiques en ce qui concerne les formations, etc. Donc, voici l'ensemble des trois types d'indicateurs, de tableaux de bord, pardon, qu'on peut avoir. Donc, l'information, bien sûr, qui est à l'intérieur n'est pas la même. Quand on parle du public, généralement, il regarde peut-être le nombre d'étudiants global que vous avez au niveau de votre établissement, le nombre de filières, le nombre de spécialités, de formations, etc. Donc, c'est des formations d'ordre général, voilà, que tout le monde cherche à avoir au niveau de l'établissement. Par exemple, un étudiant, s'il veut se renseigner, avoir une information globale, bien un parent, donc il a généralement ce genre d'informations. Les tableaux de bord d'information du public, donc là, vous avez un ensemble d'informations. Donc, voici les indications qui sont données. Ensuite, là, par exemple, vous avez effectifs des étudiants. Alors, des informations sur l'évolution des effectifs des étudiants, sur les diplômés, sur les ressources humaines, sur les ressources financières, sur la recherche scientifique aussi, etc. Donc là, vous avez un exemple de tableau de bord qui vous permettent d'afficher des informations à un public général. Vous avez le suivi des objectifs, généralement, donc c'est le comité de pilotage ou la gouvernance au niveau de l'établissement. Donc, le tableau de bord pour suivre la mise en œuvre d'une politique ou d'un plan stratégique. Donc, il a pour but de permettre une planification stratégique et de soutenir les décisions, des décisions plus larges. Il fournit des statistiques sur les tendances relatives aux effectifs des étudiants, aux ressources humaines, financières et en infrastructure. Il intègre souvent les angles d'analyse qui sont ceux de l'administration
pour le suivi de l'évolution du système dans son intégralité. Ensuite, il traite fréquemment des questions d'accès, de couverture, d'efficacité interne et externe et des aspects relatifs à la qualité des services. Les préalables de l'élaboration d'un tableau de bord, c'est quoi? Donc il faut d'abord avoir un système d'information efficace dans l'établissement qui vous donne l'ensemble des informations dont on a besoin. Sans système d'information, vous ne pouvez pas avoir un tableau de bord. Donc il faut toujours avoir un bon système d'information. L'existence d'une politique et d'un plan stratégique. Si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de plan d'objectifs à atteindre, à quoi sert votre plan, votre tableau de bord? Donc, généralement, si on a un tableau de bord, il faut toujours se fixer des objectifs à atteindre. Voilà. Donc, c'est un petit peu une bonne chose quand on a une plateforme de digitalisation, même si peut-être on ne réfléchit pas à agir par objectif, par la force des choses, en ayant une plateforme de digitalisation, ça va nous pousser à faire une gestion par objectif, à se fixer des objectifs à moyen terme et à long terme pour les réaliser. Donc, réaliser une plateforme de digitalisation, elle est bénéfique à plus d'un titre, donc ne serait-ce que généralement réfléchir toujours en mode projet, en mode de gestion par objectif. Ensuite, les tableaux de bord s'adressent à des non-statisticiens. Il faut rendre compréhensibles les concepts correspondant aux différentes données. Donc, vous n'êtes pas obligé de donner des chiffres, etc., que peut-être beaucoup de gens ne comprendront pas. Alors, généralement, la forme dont vous présentez les données au niveau du tableau de bord est très importante. Donc, on verra après les différentes formes qui doivent être présentées au niveau du tableau de bord afin de faciliter directement l'interprétation. Voilà, parce que l'esprit humain, il y a certaines choses où ça demande carrément de la concentration, etc., pour comprendre. Il y a d'autres, vous comprenez directement le message, etc. OK. Alors, dans la construction d'un tableau de bord, on retrouve le plus souvent les mêmes grands thèmes. Donc, l'accès, l'efficacité interne, la pertinence, la qualité de l'enseignement, la professionnalisation des programmes, la capacité de recherche et d'innovation, l'équité, les coûts et dépenses, la capacité de gestion et de pilotage. Alors, l'identification des éléments constitutifs d'un tableau de bord. Donc, vous avez des exemples ici. Hein. Vous avez taux de réussite, des examens d'entrée, part de marché, taux d'abandon, taux de réussite, taux d'employabilité, le taux d'insertion professionnelle, le taux de réorientation, taux de réussite, nombre d'étudiants ayant bénéficié d'aide, etc. Donc vous avez cet ensemble-là, généralement, que vous avez au niveau des établissements. Donc là, j'ai parlé de l'utilisateur du tableau de bord. Donc chacun, comment il voit les choses. Ensuite, il faut toujours faire de telle sorte à ce que l'esprit humain puisse interpréter facilement les indications. Ça peut être sous forme de texte, et généralement un texte, il demande quand même de la lecture et de la concentration, de comprendre ce qu'il y a. Ensuite, ça dépend de l'utilisateur. Bon, pour un utilisateur tel que le public, etc., il vaut mieux utiliser peut-être des chiffres, quelques chiffres indicatifs. Voilà, on parle du nombre d'étudiants, etc. Mais il ne faut pas trop donner de chiffres aussi, sinon, voilà, trop d'informations tue l'information. Donc il faut toujours limiter un certain nombre de chiffres, mais aussi les tableaux, les graphiques, etc. Bon, généralement, les tableaux et les graphiques sont toujours souhaités au niveau des tableaux de bord parce qu'ils donnent une information, on dit bien, une image remplace 1000 mots. Donc, voilà, on peut avoir ce genre d'indication. Par les graphiques, alors pour les graphiques, les usages les plus répandus sont donc les courbes pour les séries chronologiques, les histogrammes pour représenter des ventilations
d'un même indicateur par région ou par sexe, etc. Utilisation des représentations cartographiques pour mettre en évidence les diversités ou les disparités régionales. Donc, le choix se fera donc en fonction de la précision nécessaire ou de la lisibilité la plus grande en ce qui concerne l'indicateur. Là, ok, le choix de l'indicateur aussi, donc, il est très important. Donc, c'est par rapport aux objectifs. Ensuite, bon, quelques éléments pour la visualisation. Donc, comprendre le contexte, choisir le bon affichage, éliminer les confusions, la pagaille, l'encombrement, attirer l'attention de ce qu'on veut, raconter une histoire. Alors, donc, généralement, pour comprendre le contexte, il faut comprendre clairement donc, à qui vous vous adressez, ensuite ce que vous voulez qu'ils sachent et comment vous allez communiquer avec eux. Voilà. Who, what, how. Donc voilà. Donc il faut toujours se poser des questions là. Ensuite, choisir le bon affichage. Donc là, vous avez, lorsqu'il s'agit de mettre en évidence un ou deux chiffres, il est préférable d'utiliser un texte simple, d'accord? Utiliser des graphiques linéaires pour présenter des données continues, des graphiques de barres pour les données catégorielles, éviter les tartes. Voilà, laisser la corrélation que vous voulez montrer, guider le type de graphique que vous choisissez. Donc là, vous avez des exemples, enfin, vous avez des graphiques, etc., qui sont représentés. Ensuite, vous avez là un tableau de bord où vous avez un ensemble d'indications à l'intérieur. Je vais aller directement. Je vais vous présenter quelques tableaux de bord. Voilà. Donc j'ai essayé de. Ça, c'est quelle université? Attends, je ne me rappelle pas. C'est l'université. Tiens, attends. L'université de Rennes. Ok. Bon, c'est un tableau de bord de l'université de Rennes où vous avez un ensemble d'indications. Regardez bien ici. Vous avez dans les graphes que vous avez toujours une cible à atteindre. Ensuite, vous avez au niveau des histogrammes, est-ce qu'on atteint l'objectif ou pas. Voilà. Ensuite, vous avez un ensemble d'informations qui sont données, qui peuvent être interprétées par tout le monde. Voilà, vous avez là aussi un autre tableau de bord que j'ai téléchargé aussi ce matin. Là aussi, un autre. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention, pour votre patience.